Merci beaucoup, merci. La prospective est un art très difficile parce que quand 20 ans avant tout le monde, on prédit quelque chose, on passe pour un utopiste ou ça passe pour de la science-fiction. Et puis quand c'est arrivé, c'est banal. Et on oublie un peu ceux qui ont été les premiers à le dire. Donc je vais faire avec vous de la prospective. En 92, il y a 20 ans, j'avais prédit avec d'autres l'explosion de la mobilité. On était attaché à un fil au mur avec un ordinateur. J'avais prédit l'explosion de la publicité sur Internet. On nous a vraiment rayonné, 92, en nous disant « mais c'est un petit chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'il va faire de la pub sur Internet ?» Et puis, j'avais prévu aussi, en quelque sorte, l'explosion de la réalité augmentée, c'est-à-dire la relation entre l'environnement et l'ordinateur, ce que j'appelais l'environnement cliquable. Tout ça, c'était 92. Ça paraissait vraiment de la science-fiction. On y est aujourd'hui. Alors, je voudrais vous emmener en 2032, dans 20 ans. Et vous verrez que certains des trucs qu'ils ont déjà dans les expos, et certains des trucs dont je vais vous parler, eh bien, c'est une réalité de plus en plus grande pour beaucoup d'entre nous. Ce qui est important, c'est l'accélération, la complexité et les interdépendances. Ça s'accélère de plus en plus, donc il faut essayer de voir loin. Les interdépendances, pourquoi? Parce que quand on parle souvent de la civilisation du numérique ou du numérique en général, on a souvent tendance, pas toujours, à avoir une appli, un outil, une méthode, un impact sur une entreprise ou sur des réseaux d'entreprises. Moi, je voudrais, avec vous, ce soir, aborder le numérique avec un œil global, une vision systémique, comme on dit. C'est-à-dire, plutôt que me focaliser sur des outils et des applications spécifiques, essayer de voir avec vous l'ensemble de ce que ça implique. Par exemple, le numérique va et a déjà avoir un impact considérable sur 6 ou 7, 8 industries dont dépend notre vie, déjà. Et en 2032, encore plus. Je vous en donne quelques exemples. L'industrie pharmaceutique va être révolutionnée par la prévention quantifiable. Grâce au smartphone, il y a déjà 3000 apps médicales qui vous permettent de vous tester votre santé. L'industrie agroalimentaire va être obligée de revoir ses modèles parce qu'en fonction de ce qu'elle nous propose à manger, la nutrition, c'est la vie de tous les jours, on va voir l'impact de certains produits sur notre vie grâce à ces tests. Le monde de la banque et de l'assurance va être bouleversé par le Internet banking qui se réalise déjà en Afrique, d'ailleurs beaucoup plus qu'en Europe. Et les gens vont s'auto-assurer entre eux. Je l'expliquerai comment, en peer-to-peer. Ils vont faire de la banque dans les réseaux sociaux, entre eux, en se prêtant de l'argent et en se rendant, il faut l'espérer, ce qu'ils ont emprunté. L'énergie, le monde de l'énergie, l'électricité, les énergies renouvelables va être bouleversé par ce que l'on appelle l'Internet de l'énergie. C'est-à-dire des réseaux intelligents capables de distribuer l'électricité grâce à des énergies nouvelles recombinées entre elles, interminantes et des ressources fixes, qui vont complètement changer notre relation aux pyramides représentées par le nucléaire ou le monde des combustibles fossiles, pétroliers ou gaz. L'éducation, le consulting, la coéducation, le crowdsourcing, grâce à Internet, des gens vont se donner des conseils les uns aux autres, le tourisme, le e-commerce, et j'en passe. Donc tout ceci va être impacté, il l'est déjà, mais en 2032, mais il va falloir revoir des modèles, l'industrie pharmaceutique va devoir revoir ses modèles, l'industrie énergétique aussi va devoir revoir ses modèles quand les gens vont s'échanger de l'énergie en peer-to-peer, sans passer par les pyramides de pouvoir que je vous ai déjà citées. Donc tout ceci grâce ou avec le numérique. Alors, pour vous emmener avec moi dans ce voyage vers 2032, je vais commencer par parler de la mobilité, ce que j'appelle la révolution de la mobiquité. Un mot peut-être un peu bizarre, mais l'ubiquité de la mobilité. C'est-à-dire, vous verrez pourquoi, j'expliquerai. Ensuite, je décrirai un peu les nouveaux pouvoirs, ces pouvoirs qui émergent de l'Internet 2.0, le Web 2.0. Nous, les pronétaires. J'ai créé ce terme pour mon livre qui a été publié en 2005, la révolte du pronétariat. Les pronétaires sont ceux qui sont pour et sur le net, nous. On est en train de créer une révolution et nous sommes en train d'assumer de nouveaux pouvoirs. Et puis, je parlerai aussi des réseaux, de la fusion du matériel et du virtuel. Pour moi, c'est une importance considérable du monde du numérique demain. Comment le matériel, un livre, Pascal en parlait tout à l'heure, mon livre,
et le numérique se marient grâce au QR code. Un livre imprimé devient un livre audiovisuel. Et de plus en plus, le numérique et le matériel vont fusionner. Et puis l'explosion des réseaux sociaux dans le numérique, où les gens, je le disais tout à l'heure, vont se prêter de l'argent, s'assurer entre eux, faire de la coéducation. Bien entendu, sans mettre de côté les pyramides de pouvoir que sont l'éducation nationale, la banque, l'assurance, le nucléaire. Ça va rester d'une certaine manière. Mais de plus en plus, on voit monter ce que j'appelle la société fluide dans mon livre, cette société du partage, cette société de l'échange, fondée notamment, mais pas seulement, sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur le numérique et sur le lien humain, le lien social. Ne le négligeons pas à travers toute la gadgeterie technologique. Et puis à la fin, je me permettrai de manière un peu immodeste, mais j'ai un peu dit dans mon bouquin aussi, de vous donner quelques conseils, ce que j'appelle les 7 conseils pour bien surfer la vague du numérique, si vous permettez cette expression. Quels sont les conseils d'un vieux sage pour bien surfer la vague du numérique? Et je terminerai par ça en vous donnant quelques exemples. Alors, abordons tout de suite le premier sujet, c'est évidemment le fait qu'aujourd'hui, avec le très haut débit, avec le 4G, Internet est en train de changer complètement de visage, et c'est pourquoi j'ai écrit dans un article qui a été publié dans La Région, « Oublions Internet ». Alors des gens m'ont dit « Comment vous dites oublier Internet ?» Je viens de m'y mettre. Mais oubliez Internet. Le gaz, l'électricité et l'eau, ça fait partie de notre vie de tous les jours. Quand vous invitez des amis chez vous, vous avez un four électrique, vous pensez au soufflet, au gâteau que vous allez leur faire. C'est l'application qui est importante, ce n'est pas le réseau électrique, le gaz ou l'eau. Internet, c'est pareil, il va fusionner dans l'environnement. Le mobile, la télévision connectée, la radio numérique, la télé numérique, tout ça fait partie d'un grand ensemble qui montre qu'Internet n'est plus du tout ce qu'on appelait jadis, encore il y a quelques années, une NTIC, une technologie de l'information et de la communication. Pas du tout. Internet, c'est une technologie de la relation. Ça met les gens en contact les uns avec les autres par les forums, l'email, le chat, et ça va se poursuivre de plus en plus Internet, où le nuage électronique est en train de se dessiner. Je préfère aussi l'appeler un écosystème informationnel, une sorte de cerveau planétaire. J'ai employé ce terme dans L'homme symbiotique en 1995, et je ne le renie pas du tout. Nous sommes en train de devenir les neurones d'une sorte de cerveau planétaire qui est ubiquitaire et qui est symbolisé par notamment ce qu'on appelle le nuage, le cloud, le nuage électronique qui connecte les ordinateurs entre eux, mais aussi les objets entre eux. Et comme vous le voyez sur cette partie de la diapo, nous sommes nous-mêmes entourés de notre web personnel, avec nos télécommandes, nos téléphones portables, le PLIP pour déclencher notre voiture, cette télécommande. Donc on a nous-mêmes un web fait d'objets qui se connecte au grand web, celui-là, et qui est devenu un système que nous programmons tous les jours. Pensez à ça. L'Internet, c'est un operating system, un OS. Et chaque fois que vous programmez un blog, que vous mettez une photo sur Picasa ou sur Flickr, vous reprogrammez cet OS de l'intérieur. Donc l'Internet a complètement changé et il va changer de plus en plus avec les différentes applications que vous voyez, que vous connaissez. Le cloud permet et va permettre de mutualiser les services, d'avoir moins d'investissements à faire au départ pour une PME, une entreprise, une start-up. Il permet aussi de s'adapter à la stratégie de l'entreprise. Il est beaucoup plus modulaire qu'un gros ordi que vous devez amortir et que vous avez chez vous. Mais aussi, il faudra faire très attention à ce que j'ai mis en rouge, au risque de la sécurité des données, bien entendu, au risque de panne et de catastrophe. Vous avez vu ce qui est arrivé à Amazon. Pour ceux qui utilisent Instagram, ma fille Tatiana est une fan d'Instagram. Elle passe son temps à envoyer ses photos sur Twitter. Elle était effondrée. Elle a dit Instadrame. L'Instadrame, c'est qu'Instagram n'a pas marché les 4 derniers jours parce que Amazon est tombé en panne, Amazon Cloud est tombé en panne à cause d'un orage. Vous verrez qu'avec la Smart Grid dont je parlerai un peu tout à l'heure, les orages sont corrigés en temps réel par la grille intelligente. Donc, tout ceci constitue un autre environnement que celui que nous avons connu, un environnement qui nous englobe complètement. On ne va pas aller sur Internet, on ne dira plus « je vais sur Internet », on sera dans Internet. En permanence. La grande question, c'est de savoir se débrancher, pas se brancher. On sera dans Internet. Un amphi comme ça, il sera truffé de sens électroniques qui verront les gestes, les puces RFID, les QR codes sur les affiches. Donc on va être dans Internet, englobé dans cet écosystème informationnel. Il va falloir que nous en tenions compte. Alors pourquoi tout ceci est possible maintenant et aussi rapidement? Parce que nous sommes passés dans l'ère que j'appelle l'ère de l'info-mobilité.
C'est ce que j'appelle aussi la mobiquité. Et ça va se poursuivre encore plus maintenant. Pourquoi? Parce que nous avons vécu un siècle de l'automobilité. L'automobilité, grâce à l'automobile, nous a permis et nous permet d'aller où l'on veut, quand on veut, avec qui on veut, transporter ce qu'on veut. Extraordinaire libération par rapport au monopole jadis des chemins de fer. Eh bien, nous nous sommes libérés du monopole de la communication, descendant du haut vers le bas, avec l'Internet et l'infomobilité. Le smartphone, que j'appelle l'infomobile, comme vous le voyez en haut de mon écran, il est l'équivalent de l'automobile sur les autoroutes de l'information, si vous permettez ces métaphores un peu hasardeuses. Mais le smartphone, c'est l'équivalent de l'automobile. Il nous permet de créer de l'information, de l'émettre sur des blogs, dans des journaux citoyens, de l'échanger entre nous, de la recevoir et même de vendre. Donc l'infomobilité, c'est fondamental. Il y a un que je réserve, il n'est pas pour cette conférence, mais c'est mon dada en ce moment, c'est l'écomobilité, c'est-à-dire la démocratie énergétique. Nous ne vivons pas en démocratie énergétique. Je ferme la parenthèse. Merci, mes amis journalistes, de ne pas répéter cette exclamation qui n'est pas le sujet de mon exposé. Donc, comme vous le voyez là-dessus, cette infomobile ou communicateur personnel multimédia et multifonction fait tout ça. Il est à la base de cette extraordinaire révolution. Comme vous le voyez, il y aura 7 milliards de smartphones fin 2012, c'est-à-dire d'abonnements, c'est-à-dire autant d'abonnements. Et il y aura plus d'abonnements smartphones en 2015 qu'il y a d'habitants sur la planète. Plus d'abonnements, pas smartphone, phone. Smartphone, c'est 3,5 milliards en 2014, ce sera 4 ou 5 milliards en 2015-2016. Donc on n'oubliez pas 7,5 milliards d'habitants sur la planète. Donc ça, c'est une révolution incroyable que vous voyez ici sur ce graphique, où vous avez en jaune les smartphones plus les tablettes, et vous voyez la croissance incroyable en 2011, 2012, 2013 des applications mobiles. Alors ces applications mobiles, elles résument, elles condensent toute une série de nos activités. C'est pour ça que je parle de mobiquité. Et c'est pourquoi je dis qu'en 2032, puisqu'on se situe à 20 ans, l'ère du numérique sera en grande partie fondée sur des accès à Internet qui se feront par des mobiles ou des smartphones ou des infomobiles, plus que par des ordinateurs. Plus que par des ordinateurs. Si vous voulez, un peu, c'est comme le manuel par rapport aux gros livres. Quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, les livres étaient imprimés, c'était des livres qui pesaient 5 kilos. Ils étaient attachés à une chaîne pour qu'on puisse les consulter et on ne partait pas avec. Comme d'ailleurs ceux que les moines avaient recopiés. Et puis tout d'un coup, il y a un gars qui a inventé le manuel. C'est-à-dire on imprimait plusieurs pages, on les découpait, puis on faisait un petit bouquin. Et le manuel a tout changé. Et le smartphone et la tablette sont en train de tout changer. Comment? Par exemple, vous voyez ici toute une série d'outils que vous utilisez, ou vous avez utilisés, ou que vous utilisez couramment. Une carte de géographie pour vous orienter, une boussole, un appareil de photo pour prendre des photos, un dictaphone pour enregistrer. Vous avez tout ça qui figure ici sur ce schéma, vous voyez, un carnet pour noter vos rendez-vous, une horloge pour savoir l'heure, un truc pour voir la température qu'il fait dehors, le temps qu'il va faire. Et bien tout ça, regardez bien, 1, 2, 3, hop, là-dedans. OK? Hop. Alors c'est à la fois des avantages formidables et en même temps, ça pose des problèmes. D'abord si on le perd. Ensuite, tout le monde ne sait pas s'en servir. Il y a 5 milliards de téléchargements de apps sur iTunes Store, mais aussi sur Android, évidemment. Je ne vais pas citer l'un plutôt que l'autre. Il y a 450 000 applications différentes. Et vous allez voir tout à l'heure, quand je parlerai des applications pour la santé, le rôle, je disais que ça va déstabiliser l'industrie pharmaceutique. C'est le cas. Et ce n'est pas fini. Parce que ça, le passeport, le trousseau de clés, les clés pour rentrer quelque part, les clés numériques évidemment, la carte de paiement qui va permettre, grâce à la NFC, la puce Near Field Communication, qui sera dans tous les smartphones dans les 3 années à venir, de faire des transactions financières, tout ceci va aussi se retrouver dans ces outils, ces smartphones, grâce notamment à cette capacité d'être doté d'une puce qui permet simplement, en passant son smartphone devant un récepteur, comme une carte Navigo dans le métro, d'effectuer une transaction après avoir téléchargé sur son smartphone une petite appli et grâce à votre code et votre identifiant, de pouvoir envoyer de l'argent, en recevoir d'autres personnes, etc. Donc c'est en train de changer complètement l'échange des transactions électroniques. Mais ce n'est pas tout. C'est que ces outils ont changé et sont en train de changer notre façon de travailler. Ils sont en train de changer la communication des entreprises.
Rappelez-vous, le rapport annuel d'entreprise, c'était imprimé, zut, il y a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, les rapports annuels d'entreprise, ils sont sur Internet ou bien sur des livres numériques. On peut les remettre à jour, on peut les avoir sur des tablettes. Par exemple, les catalogues peuvent être mis à jour beaucoup plus rapidement que jadis, grâce à l'encre imprimée, le génie inventé par ce type du MIT, qui est un peu le Gutenberg moderne. Il a inventé cette idée de l'encre électronique qui permet donc de faire basculer des caractères en fonction d'un champ magnétique. Et le e-book, l'iPad n'utilise pas l'encre électronique, mais le Kindle, etc., l'utilise. Maintenant, le Kindle se connecte à Internet et devient un outil non seulement de consultation, mais interactif et même parfois proactif, qui vous propose des choses. Vous êtes intéressé par un livre et vous pouvez l'acheter, évidemment, sur Amazon. Donc, ceci était des utopies. L'imprimerie électronique, l'encre électronique, quand on en a parlé, nous, pour la première fois en 96-97, j'ai fait des conférences où je parlais de ce type que j'ai connu au MIT, Jacobson, et il y a 35 ans, je disais, mais ce gars, c'est le Gutenberg moderne. Bon, c'était de la science-fiction. Maintenant, on y est. Et la visiophonie, ça fait des années qu'on en parle. Jules Verne en a évidemment parlé. La visiophonie sera à la base de la civilisation du numérique de 2020-2030. Elle l'est déjà. Avec FaceTime et avec Skype mobile, vous pouvez voir vos collaborateurs. Alors, évidemment, il ne faut pas avoir le premier degré. Je te vois, tu me vois. Bon, c'est déjà sympa pour les grands-parents qui voient leurs petits-enfants. Parfait. Mais professionnellement, nous, les scientifiques, on utilise constamment la visiophonie avec FaceTime ou bien avec Skype. On fait des téléconférences à plusieurs et puis on se montre des rapports, on se montre des expériences, on se montre des trucs. Donc, ça avait l'air d'un gadget, la visiophonie, quand on en parlait. D'ailleurs, les gens me disaient toujours, vous qui êtes prospectiviste, c'est pour quand la visiophonie? Parce que les gens pensaient au téléphone qu'on avait avec son clavier et un petit écran et une norme spéciale à France Télécom, à SFR ou à autre, on décroche et on se voit. Mais finalement, le TCP/IP et le protocole Internet, plus les webcams, ont popularisé la visiophonie, au point que sur votre tablette iPad, vous avez FaceTime et vous pouvez appeler quelqu'un, le voir tout de suite et montrer l'endroit où vous êtes, est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il ne fait pas beau. Donc, une utopie réalisée, on en parle maintenant. Et alors, surtout, ce que je pense de tout à fait important, c'est qu'on va, en plus de se voir sur des écrans, développer ce qu'on appelle en anglais des wearables, c'est-à-dire des outils portables qui vont faire partie de votre communication numérique. Par exemple, le projet incroyable, si vous me suivez sur Twitter, de René Joël, vous allez voir, je l'ai tweeté il y a 2 jours, avec le lien pour aller voir, eh bien, c'est ce qu'on appelle le projet Google Glass. C'est stupéfiant, j'ai essayé, j'en reviens encore pas. Ce n'est pas des lunettes comme ça, c'est simplement des très jolies montures avec une bande qui arrive sur un œil, comme ça, et qui a une caméra qui regarde devant. Non seulement il y a quelque chose que vous voyez, un écran qui est tout petit, mais projeté devant vous, c'est un écran qui flotte devant vos yeux comme ça, et une caméra qui voit le monde. Par exemple, avec Google Glass, vous avez dans votre poche votre iPhone qui communique en Bluetooth 4 sans fil avec Google Glass. Vous êtes une personnalité politique de Poitiers, de la région de La Rochelle, Poitou-Charentes. Et puis vous arrivez dans une foule comme ça, vous êtes une dame assez célèbre, vous portez ce truc-là, et puis il regarde, la caméra regarde la personne, reconnaissance faciale de Google qui existe déjà, et vous dit dans l'oreille par un petit écouteur Bluetooth le nom de la personne, c'est M. Marcel Crépeau, c'est M. Pascal Minguet, 3 enfants, mariés à X et à Y. Bon, le problème, c'est qu'il faut que ce soit à jour. Hein. Mais en tout cas, Google Glass, c'est stupéfiant. Google Glass, c'est à la fois la réalité virtuelle, la réalité augmentée, donc réalité virtuelle, vous voyez des avatars, vous pouvez vous balader dans des mondes qui n'existent pas. La réalité augmentée, comme la caméra voit un monument, eh bien, votre iPhone va vous dire ce que l'Office du tourisme vous dit de voir devant vous. Donc vous avez des sens supplémentaires. Il y a vos yeux, mais il y a ce que votre cerveau voit grâce à la réalité augmentée. C'est pour le meilleur ou pour le pire. Vous imaginez les déviations, la quantité d'informations, la publicité, comme dans le film Minority Report, où vous baladez dans un supermarché, il vous reconnaît vos yeux et vous envoie de la pub spécifique pour vous. Donc, je vais parler aussi des risques de tout ça, bien entendu. Là, je vous fais une description de 2032, comment ces outils pourraient être utilisés. Et puis, après ces outils incroyables, on va voir naître de nouveaux pouvoirs. Alors, les nouveaux pouvoirs des pronétaires, j'y crois beaucoup. On le voit, d'ailleurs, bouleverser des régimes totalitaires
grâce aux réseaux sociaux, dans différents pays du monde. On a parlé de printemps X, de printemps érable, de printemps arabe, de Occupy Wall Street, d'indigné. Enfin bon, prenez tout ce que vous voudrez, faites un mélange et gardez ce que vous voudrez et rejetez ce que vous ne voulez pas. Mais il y a des nouveaux pouvoirs qui sont en train de naître, qui mettent en cause la société, les sociétés pyramidales dans lesquelles nous sommes, avec le pouvoir qui s'applique du haut vers le bas. C'est ce que j'ai essayé de décrire dans mon livre en parlant de la société fluide. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est ce que vous voyez écrit sur ce titre, des masses médias aux médias des masses. Ça, c'est révolutionnaire dans la société du numérique, puisque les gens vont pouvoir se libérer un peu de ce monopole depuis 50 ans des masses médias qui vous inondent de télé à telle heure, des inondent de radio à telle heure, de pub évidemment, et vous n'y pouvez rien parce que ça vient du haut vers le bas, les contenus sont propriétaires, il y a des grilles de programmation, diffusion de masse, audience captive et passive, publicité de masse. Ça, c'est le modèle actuel. On le connaît, la pyramide. Mais, comme vous voyez sur ce tableau, à gauche, et prenez pas ça de manière péjorative, les deux mots que je vais employer, hein. À gauche, il y a les infocapitalistes, et à droite, les pronétaires. Les infocapitalistes cherchent à vous faire passer par leur fourche codine. Licence, droit, etc. Tant mieux, c'est comme ça qu'ils gagnent leur fric. Et on a besoin d'eux aussi. Vous voyez la liste de tout ce qu'ils vous proposent. Et en face, vous voyez le complément de ce qui monte du Web 2.0. C'est-à-dire les podcasts, c'est-à-dire les blogs, c'est-à-dire Dailymotion, YouTube, où les gens créent de l'information et l'échangent entre eux. Il y a une guerre déclarée, et elle sera encore plus forte en 2032, entre les infocapitalistes et les pronétaires. Je ne fais pas de politique, je décris. On aura besoin des systèmes pyramidaux de diffusion, bien entendu. D'avoir 18 millions de personnes devant un match de foot à la télé, tout le monde en même temps, ça donne une émotion que ne vous procurera pas de multiples écrans au choix sur des tablettes ou ailleurs, ou sur des smartphones. Donc, la naissance de ces nouveaux pouvoirs est en train de créer de nouvelles relations économiques, politiques, sociétales, culturelles dans la société du numérique. On y est déjà, en 2020-2030, on y sera encore plus. Avec, comme je le dis toujours, le meilleur et le pire. Les gens vont se coéduquer, les gens vont créer de l'information, ils vont l'échanger, ils vont se la vendre entre eux. Et il y aura à la fois des nouvelles encyclopédies comme Wikipédia, mais pour le cinéma, pour la radio, pour la télévision. Tout ceci, c'est le collaboratif. Alors là, j'ai employé un terme qui, à mes yeux, est important, peut-être pas pour vous, mais je vais essayer de le décrire. C'est que ces pronétaires ont inventé ou sont en train de mettre en œuvre 3 formes d'intelligence sur le net. Et là, je vais faire un petit peu de biologie et revenir au cerveau. Je décris dans mon livre le cerveau comme un réseau fluide auto-configurable. Je m'explique. On a pensé que le cerveau était une boîte noire avec des inputs, des outputs, un traitement au milieu, comme un ordinateur. Pas du tout. Oubliez cette image, elle est fausse, archi fausse. Le cerveau, c'est un réseau fluide. Les neurones se reconfigurent pendant que je vous parle. Et moi, les miens aussi. Les synapses se reconfigurent. On doit ça à Donald Hebb, un neurophysiologiste canadien, et à Varela, que j'ai bien connu, qui est mort trop jeune, à 52 ans, qui a pensé au cerveau fluide. Maintenant, tout le monde adopte cette idée que le cerveau n'est pas statique, il est fluide. D'ailleurs, le corps aussi se reconfigure en permanence grâce à une science dont je parle qu'en mots, puisque ce n'est pas le but de mon exposé, qui s'appelle l'épigénétique, c'est-à-dire la modulation de l'expression des gènes par le comportement. Donc, le cerveau est fluide, le corps est fluide, et nous sommes dans un réseau fluide qui s'appelle le réseau Internet. Nous sommes dedans et il se configure en permanence. Je vous ai expliqué, vous postez quelque chose, vous reprogrammez l'OS d'Internet. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer dans ces réseaux fluides? Eh bien, le cerveau a 3 formes empilées d'intelligence. C'est l'évolution qu'il a fait. Il y a le cerveau primitif qu'on appelle l'hypothalamus ou le rhinencéphale, le cerveau médian qu'on appelle le mésencéphale et le cerveau supérieur dans la hiérarchie de l'évolution qu'on appelle le cortex. La base du cerveau primitif de l'hypothalamus, c'est la connectivité, la connexion, le langage, l'autre, la reconnaissance des signes, etc. Et quelquefois la lutte. Le mésencéphale, c'est le cerveau collaboratif. C'est celui de la famille, du nid chez les oiseaux, de la création en commun, de la famille, etc. Et le cortex, c'est le cerveau symbolique, théorique, abstrait, qui prend des décisions en fonction d'un certain nombre d'informations qui remontent à la fois des cerveaux primitifs, du cerveau médian et du reste. Donc il y a ces 3 couches. Et bien sur Internet, c'est extraordinaire, mais on a, les créateurs d'Internet, les pronétaires ensuite, ont projeté sur Internet les 3 formes d'intelligence.
L'intelligence connective, c'est la dynamique des réseaux physiques, c'est l'email, qui est la plus grosse application d'Internet, les forums, maintenant le chat, maintenant les réseaux sociaux. Ça, c'est l'intelligence connective. On se connecte, on s'échange, on ne sait pas trop ce qu'on va se dire, on fait des bêtises, mais on est connecté. Et puis, on a ensuite créé par-dessus, et en même temps, le cerveau collaboratif. L'intelligence collaborative, c'est par exemple celle des réseaux sociaux, c'est aussi celle de Wikipédia, c'est aussi celle de ce qu'on appelle le Web 2.0 en général, ou les systèmes collaboratifs, Linux. Ce sont des choses qui sont créées, pas toujours pour de l'argent, mais créées par des gens pour collaborer et que leur notoriété soit reconnue sur l'Internet, et ça va se développer encore plus dans les années à venir. Et grâce à la fusion de tous ces outils, les favoris, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, etc., vous pouvez en rajouter, on arrive à ce qui est possible d'appeler une forme d'intelligence collective qui se traduit notamment par le crowdsourcing, le fait que des experts peuvent répondre à des questions très complexes auxquelles un savant, un expert ne peut pas répondre. Et il y a des sociétés qui se sont créées dans le monde pour favoriser l'intelligence collective. Il y a des livres qui ont été écrits à ce sujet, The Wisdom of Crowd, aux États-Unis, qui s'est traduit en français par La sagesse des foules, sur Wiki, dont j'ai fait la préface. Il y a la société Innocentive, aux États-Unis, qui a lancé le crowdsourcing dans le monde entier. Ils ont 800 000 seekers, des chercheurs, ils ne sont pas payés, mais s'ils trouvent quelque chose, il y a une formule de rémunération qui les aide. Donc le crowdsourcing, l'intelligence collective, va se développer de plus en plus dans les entreprises qui vont les susciter, les catalyser, et en dehors des entreprises pour répondre à des questions complexes auxquelles on ne peut pas répondre. Alors je vous ai parlé des nouveaux pouvoirs des pronétaires. Là, je vais vous parler, l'illustrer par ce que j'appelle la révolution des petits. La révolution des petits par l'agrégation de petits qui deviennent grands. Comment? Grâce à une illustration que je dois à Chris Anderson, le marketing man de la revue Wired, qui a lancé ce terme formidable qu'on appelle en anglais « the long tail ». La longue traîne, parce qu'on ne peut pas traduire long tail directement en français, ça ferait rire. Je vois qu'il y en a qui parlent anglais. Donc, on ne peut pas traduire long tail directement, on appelle ça la longue traîne. La longue traîne, c'est une courbe que les mathématiciens connaissent bien. C'est aussi la loi de Pareto, 20, 80, etc. C'est comme un tremplin de ski qui descend très très vite et qui se prolonge dans une asymptote jaune qui va à des kilomètres d'ici. C'est une courbe qu'on appelle une courbe quadratique. Si vous la mettez en log-log, c'est une droite. Et donc là, qu'est-ce que vous avez? Dans la partie rouge, c'est la tête. Vous avez très peu de sites et beaucoup de monde. Par exemple, au journal télévisé de TF1, 18 millions de personnes. Par exemple, pour la musique de Johnny Hallyday, enfin encore pour le moment, des millions de personnes qui l'achètent. Un best-seller qui a obtenu le prix Goncourt, un bouquin, des millions de personnes. Ça, c'est la tête. Et puis, dans la queue, vous avez la traîne, vous avez beaucoup de monde et beaucoup de sites quand vous agrégez tous les gens entre eux. C'est-à-dire, comme vous le voyez ici, il y a peu de monde, mais beaucoup de sites. Et grâce à ces gens qui s'appellent des agrégateurs de la longue traîne, qui sont à la fois des filtres et des agrégateurs, comme Google, eBay, iTunes, Netflix, Amazon, Wikipédia. Vous agrégez des connaissances, vous agrégez des biens physiques, vous agrégez des jeunes musiciens inconnus, qui tout d'un coup, grâce à la longue traîne, vont être très connus. Et ça, c'est un modèle sociétal et économique qui se met en place et qui est révolutionnaire, parce qu'il se fonde vraiment sur le numérique. Il se fonde sur la capacité des gens à s'exprimer, même s'ils sont tout petits, et grâce à des entreprises dont il faut que je vous dise un mot, parce que ce ne sont pas des entreprises normales. Les 4 que je vais citer maintenant, Google, Amazon, Apple et Facebook, sont l'exemple de cette nouvelle lignée d'industrie que j'appelle des courtiers en intelligence collective, en anglais des brokers. Ce sont des courtiers. Ce ne sont pas des industries classiques avec des usines centralisées, économie d'échelle, fabrication avec des machines-outils, distribution dans le monde entier avec des réseaux de distribution, marge effectuée sur la vente d'un produit en magasin, etc. Marketing, publicité. Pas du tout. Ça n'a plus rien à voir avec ces industries. Ce ne sont pas des industries. Quand on pose la question à des gens qui ne connaissent pas très bien ce milieu, qu'est-ce que fait Google? Ah ben c'est une entreprise qui vend de la pub. Ah bon? Et qu'est-ce que fait Amazon? Ils vendent toutes sortes d'objets. Bon.
Et qu'est-ce que fait Apple? Ils vendent sur iTunes des disques et des... Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est des gens qui vous utilisent pour, grâce à leur logiciel, créer des flux, des rapports de flux sur lesquels ils vont prélever en permanence des petits prélèvements qui font que les petits ruisseaux font des grandes rivières. Et Google gagne des fortunes avec 38 produits qui sont sortis de chez eux. Google Earth, par exemple, gratuit. Ah bon? Ça rapporte quoi à Google? Les agents immobiliers et bien d'autres, les hôtels, les airlines, les parcours de golf, utilisent Google Earth et payent à Google un API, qui dans le jargon informatique s'appelle un Application Program Interface, de toutes petites sommes pour avoir le droit d'utiliser Google Earth. Et ces petites sommes font des sommes colossales. Donc, retenez bien que la guerre que vont se mener ces 4 entreprises, Google, Amazon, Facebook et Apple, va être l'exemple et l'illustration en 2020-2030, si certains existent toujours, de la capacité de ces industries à changer complètement notre vie et notre façon de vivre. L'autre révolution après la mobiquité et après les nouveaux pouvoirs dont je voulais vous parler pour 2032, c'est évidemment de plus en plus, et l'expo le montre super bien, du même étage d'ailleurs, c'est la fusion du numérique et du matériel. Ça, on ne peut pas encore imaginer ce qui va sortir de ça. La fusion du numérique et du matériel. La complémentarité entre le monde réel et le monde matériel. Revenons un peu en arrière. La force d'Internet, ça a été de transformer des atomes en bits, c'est-à-dire la numérisation. On a numérisé des photos, on a scanné des objets, on les a numérisés, on les a mis en 3D, comme la magnifique télé de là-haut, sur Internet. Donc la révolution Internet, en fait, c'est une révolution de la numérisation d'objets plats et d'objets 3D. Mais la nouvelle révolution complémentaire de celle-là, c'est la révolution de la matérialisation. Dans le premier, on transforme des atomes en bits, comme le disait de manière visionnaire Nicolas Desgros-Pontet, le patron du Media Lab d'MIT. Maintenant, on va transformer des bits en atomes. On va fabriquer des objets par des imprimantes 3D. Et ça va créer une nouvelle industrie. En 2030, on aura de nouvelles industries qui naîtront du bas vers le haut. Et pas des industries standardisées, centralisées, qui fabriquent des objets massifs pour tout le monde, mais une nouvelle ère des bricoleurs, une nouvelle ère des marchands de 4 saisons avec leurs petites charrettes et leurs légumes dessus. Donc voyons un peu comment ces choses sont en train de se passer. D'abord, ces choses se passent grâce à la modification, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'environnement. L'ordinateur, c'est ça, un sac à puce. Si vous permettez l'expression. Il est là, il est connecté, mais ça, c'est des murs. Une gare, un aéroport, un amphi, une école, une mairie. Ces murs vont se doter de sens. Ils vont devenir sensoriels pour que le cerveau puisse communiquer avec la maison, la voiture, la gare, l'aéroport, le bureau et l'hôtel. Comment et pourquoi? Parce que les sens de l'environnement sont des puces qui seront incluses dans l'environnement, des puces dites RFID, Radio Frequency Identification Devices, des QR codes, comme dans mon bouquin. Merci Pascal de l'avoir signalé. Ça, cette carte de visite bizarre qui a à la fois la couverture du livre et un QR code derrière, que l'on peut flasher avec un iPhone. Donc l'environnement se dote de sens. Il va, en 2030, détecter encore plus, il le fait déjà maintenant, les mouvements. Motion Capture Technology, MCT, c'est déjà dans les jeux. Oui, le font. À Los Angeles, il y a un long corridor comme ça avec un mur. Vous marchez avec vos bagages, puis il y a une voiture qui vous suit. Vous arrêtez, elle s'arrête. Vous la regardez, vous voyez le conducteur, c'est vous. C'est vous. Vous conduisez une Prius, je fais de la pub pour la Prius. Le conducteur, c'est vous. Ils ont capté votre visage, ils l'ont mis dans la voiture, et par la Motion Capture Technology, la voiture continue et s'arrête. Donc, la révolution de l'environnement intelligent, que j'appelais jadis l'environnement cliquable, il va complètement changer notre vie. Par exemple, les RFID seront dans les bagages. Au lieu d'avoir ces fichues étiquettes et vous êtes là devant le carrousel en train d'attendre votre bagage, ils se ressemblent tous d'ailleurs, c'est horrible. Je me dis, ah, quelqu'un, non, c'est à moi, pardon, où est le mien? Attends, c'est ça. Là, les puces RFID qui vont être détectées par votre iPhone, ou votre smartphone, Android ou n'importe lequel, et vous aurez un message vous disant, votre bagage est bien repéré, il arrivera dans 34 secondes sur le carrousel. Parce qu'évidemment, il est détectable, et on sait où il est, et en plus, il est sécurisé. En plus de ça, des RFID, il y a les flashcodes. On en a suffisamment parlé. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne sauraient pas? Je crois que si vous ne savez pas, vous demandez à vos petits-enfants, vos enfants, ils savent.
vous prenez un zinzin comme ça, c'est ces trucs-là qu'on a dans les poches pratiquement tous maintenant. Vous téléchargez gratuitement une application qui s'appelle Flashcode ou QR Code. Il y a une caméra, vous prenez votre caméra, vous la mettez sur le flash, bip, vous passez sur YouTube ou sur Dailymotion et vous avez sur une photo une affiche de la Géode, par exemple, à Universcience, tout le programme de la semaine. Donc vous le voyez sous vous. Et puis il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc là, il faut quand même dire quelques mots. La réalité virtuelle, c'est une vraie révolution qui existe déjà depuis pas mal de temps. Elle permet à des architectes, par exemple, de faire visiter une maison avant qu'elle existe. On a des avatars qu'on peut voir, on peut jouer avec eux, ou ça peut être plus sérieux, comme par exemple pour les médecins, des gens qui ont le vertige, on les fait marcher sur le parapet de la Tour Eiffel pour les apprendre à ne plus avoir l'angoisse du vide. Je ne sais pas si ça marche. Bon. Et bon, les chimistes peuvent explorer des molécules en rentrant dans le monde moléculaire, mais il faut des casques spéciaux et il faut des gants spéciaux ou des dés à coudre au bout des doigts. Le Google Glass va tout changer, je vous signale. Hein. Il y en aura d'autres, il n'y aura pas que Google. Je ne fais pas de la pub que pour Google. Il y aura la possibilité d'avoir la réalité virtuelle très facilement devant soi. Mais le plus étonnant, c'est la réalité augmentée. Parce que votre caméra va repérer dans l'environnement des objets. Par exemple, vous êtes à Florence, ce geste devient très intéressant parce que les doigts, devant vous, c'est une extension des yeux et du cerveau. Et donc, vous allez scanner l'environnement, vous voyez un monument que vous ne connaissez pas, et à ce moment-là, il le voit, il le reconnaît, et vous avez le message du syndicat d'initiative ou de l'Office du tourisme qui vous dit quand est-ce qu'il a été créé, par quel sculpteur, à quel moment. Ça existe déjà. Imaginez ce que ça va être pour le tourisme dans 20 ans, dans 30 ans. Quand, pour le tourisme, on peut déjà reconnaître une chaîne de montagnes. Il vous dit quelle est la montagne, quelle est l'altitude, quelles sont les différentes parois pour monter ou faire de l'alpinisme ou de la randonnée. Enfin bon, le paysage fait partie de votre cerveau. Il fera partie de plus en plus de votre entourage. C'est ça la réalité augmentée. Quand vous venez à Universcience, je vous rappelle le mariage de la Cité des Sciences et du Palais de la Découverte, les deux lieux restent toujours où ils sont, mais ça s'appelle Universcience, dirigé par Claudia Nuret, dont je suis le conseiller, la présidente, l'astronaute que vous voyez souvent à la télé. Eh bien, quand vous allez à Universcience, vous baladez avec votre iPhone, vous téléchargez un petit logiciel et vous avez comme ça des icônes qui apparaissent sur votre écran. Et si vous cliquez dessus, ils vont vous proposer une exposition, ils vont vous faire voir un dinosaure en train de se balader, ils vont vous voir une expérience scientifique, etc. Ça, c'est la réalité augmentée. Mais alors, quand ça va s'adresser au magasin ou à la construction d'objets, c'est une autre paire de manches. Et ça va être partout. Alors, attention, je m'arrête un peu parce que j'ai l'air extraordinairement enthousiaste sur les nouvelles technologies. Et là, je sais, les journalistes disent de René, l'optimiste, ils pensent que ça va changer complètement la société. Oui, ça va changer la société, comme Internet a changé la société. Mais il y a aussi des drames sur Internet. Il y a de la désinformation, il y a du piratage, il y a des hackers, il y a des nazis, il y a des pédophiles, il y a de tout. La société est comme ça. Il y a le pire et le bien. Mais moi, comme prospectiviste et enseignant, j'essaie d'être pragmatique et constructif. Si je passe mon temps à dire ce que disent les médias, excusez-moi, chers amis des médias, si vous êtes dans la salle, dans les catastrophes, tout ce qui va mal, le scepticisme, la peur de l'avenir, moi, je ne suis pas dans mon rôle. J'essaie de motiver les jeunes et les moins jeunes à avoir envie de cet avenir. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, le magasin du futur, c'est quelque chose où les objets vont communiquer avec vous. Ce qu'on appelle le monde des objets communicants. Parce qu'ils auront tous des puces détectables avec votre smartphone et ils vont vous parler. Ils vont dire « Ah ouais, je suis la tondeuse machin truc, je consomme tant d'électricité. » Ou bien « Moi, je suis le four à micro-ondes machin machin, voilà ce que je fais, voilà ce que je ne fais pas. » Donc vous pourrez l'interroger avant d'aller voir le vendeur et lui poser des questions parce que le lien social, le lien humain devra rester absolument fondamental dans cet univers. Par exemple ici, vous avez votre caddie, vous l'avez rempli de 300 objets différents. Chaque objet a son RFID, sa puce RFID. Vous passez entre deux bandes magnétiques et automatiquement, elle calcule en 1 seconde le prix de tout ce que vous avez acheté. Sur l'écran s'affiche le prix. Vous êtes abonné à ce supermarché. Vous appuyez sur oui et votre carte de crédit est débitée. Alors quand vous allez chez Carrefour, vous voyez 60 rangées de vendeuses ou de vendeurs qui scannent chaque objet un par un avec une douchette laser. Avec ça, il n'y en a plus. Normalement, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et les emplois dans tout ça, Paulette? Comme disait Jean Bernard, chaque fois qu'il avait une question compliquée, il disait « Et Dieu dans tout ça, Paulette ?» Bon, donc, et les emplois dans tout ça?
qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors on me dit, chez ces grandes surfaces, on va les transformer en hôtesses d'accueil, comme dans les avions, c'est prestigieux. Moi je veux bien, mais 60 emplois, et là, zéro. Et puis alors cette cabine d'essayage, voilà, cette dame, elle est là, elle est très mignonne d'ailleurs, elle prend un porte-manteau avec une robe, un pullover, etc. Elle s'avance sur l'écran, et le fait qu'elle l'ait pris déclenche, le pullover se projette sur elle, ou le jean. Et elle n'a plus qu'à appuyer sur un petit bouton sur l'écran. Ça existe, hein, pour l'acheter à la sortie. Donc voilà, ce sont des choses qui existent. Et imaginez donc bien que dans la société du numérique que j'essaye de vous décrire, ça va être encore plus. Et je garde pour la fin de cette séquence les imprimantes 3D. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, une imprimante 3D imprime des objets. Des tout petits objets comme une broche ou une boucle d'oreille. Des grands objets comme la charpente d'une maison. Ou la coque d'un bateau. Une imprimante 3D, ça marche comment? Ça marche en superposant des couches d'alliage. L'armée américaine s'en sert beaucoup en ce moment pour refaire des pièces abîmées dans les déserts plutôt que de les faire venir par avion. Ça peut projeter du plastique, ça peut projeter une sorte de plâtre. Les architectes s'en servent pour faire monter une maquette de maison en même temps. Et on voit la petite maquette comme les maisons de poupées qu'on avait jadis. Enfin, les filles et les garçons d'ailleurs. Donc, ces objets que vous voyez, ils ont été fabriqués par des imprimantes 3D, un crâne, un squelette, une pièce enrichissante. Voilà une petite imprimante 3D grand public. Elle marche avec du plastique liquide et une plateforme et un laser qui tourne autour et qui polymérise le plastique, le solidifie. Donc vous allez avec vos enfants sur Internet, vous choisissez une pièce de Lego qui existe, que vous voulez fabriquer à partir de 2 pièces de Lego et vous changez la couleur. Tout le monde regarde ça. Puis ensuite, vous mettez print, comme si vous voulez imprimer une photo. Hop, l'information numérique que vous avez fait tourner sur votre écran va dans l'imprimante laser. À ce moment-là, l'imprimante 3D, le laser tourne, la plateforme descend, et au fur et à mesure qu'elle descend, le plastique se polymérise, il devient dur, et en bas de la plateforme, il y a la pièce de Lego en couleur. Prenez des gants, vous la sortez devant vos enfants ébahis. Et vous aussi d'ailleurs, parce que c'est stupéfiant d'imprimer des objets. Donc ça, c'est l'imprimante 3D. Alors pourquoi je vous en parle pour 2030? C'est parce que cette industrie de l'imprimante 3D qui se répand comme une traînée de poudre dans le monde. On appelle ça des Fab Labs. D'ailleurs, Pascal en a créé un dans la région, je vous signale. Nous, on en a fait plusieurs à Universcience, au Carrefour numérique. Venez le visiter. On a des Fab Labs. Des jeunes viennent fabriquer des objets, échanger entre eux leurs idées. Il y a des Fab Labs dans le monde entier, dans les pays en développement. Les gens fabriquent toutes sortes de choses, s'échangent leurs idées. Et c'est la montée d'un mouvement qui est aussi important que les ordinateurs faits dans les garages par les Steve Jobs, les Bill Gates et compagnie, qu'on appelle le mouvement des makers. Allez sur Google, tapez Maker Movement, et vous allez voir ça. Moi, dans mon livre, je voulais traduire maker. En français, ça fait faiseur. C'est pas bien, alors j'ai inventé un mot, j'espère qu'il sera au dictionnaire. Les doueurs, D-O-U-E-U-R-S, qui a à la fois joueurs et doueurs, les gens qui font des choses. Donc c'est un mouvement, grâce aux imprimantes 3D, qui est en train de reconstruire une industrie qui, au lieu d'être une industrie centralisée, capitalistique, faisant des objets standards, comme je l'ai dit tout à l'heure, par des réseaux de distribution pour la plus grande masse des objets identiques à eux-mêmes, est une industrie bottom-up, du bas vers le haut, où les gens fabriquent toutes sortes d'objets utiles à leur vie quotidienne, et même des colifichiers, des trucs marrants, des objets, des santons de crèche de Noël en couleur. Tout ça peut se fabriquer avec des imprimantes 3D, et c'est en train de révolutionner la forme d'industrie. Alors, pour terminer, je vais parler un peu de ce qui nous amène ici, avant de vous donner mes 7 conseils de la société pour bien surfer la vague du numérique. Il faut que je parle un peu, en quelques mots, des risques et des dangers de tout ce que j'ai dit quand même. À la fois pour les entreprises, les associations qui sont représentées ici, comme la SNP, les organismes publics. Il y a des risques énormes. Le NFC, qui est cette puce qui sera dans les téléphones portables, permettra de savoir, à cause du GPS, où vous étiez, quand vous avez acheté quelque chose et qu'est-ce que vous avez acheté. On doit avoir un droit à l'oubli, un droit à l'effacement. Si on n'a pas ce droit à l'oubli et ce droit à l'effacement, c'est comme le opt-in pour accepter ou non la publicité, ça veut dire catastrophique. On va aller, avec tout ça, vers l'invasion de la vie privée, que vous voyez un peu résumé ici avec ce que je vous ai dit, le RFID, la traçabilité, les puces NFC, etc. Donc il faut faire très attention à ça, au vol d'identité. Il faut faire attention et se protéger. Pourquoi? Parce que l'Internet, c'est une jungle. On vous dit l'Internet, c'est un réseau collaboratif, social, de partage. C'est vrai et faux. C'est une jungle.
Il y a des bandits de grand chemin sur les autoroutes de l'information. Il y a des pirates, des hackers, des désinformateurs. Tout ce que la presse nous rappelle le plus souvent, d'ailleurs, c'est assez vrai. Donc il faut se méfier de tout ça. Vous voyez, il faut se protéger. Quand en biologie, on se protège, en médecine, qu'est-ce qu'on fait? On se vaccine. Quand on dit sortez couvert, vous savez ce que ça veut dire. Attention au sida, prenez des précautions. Ben, il faut faire la même chose dans le monde d'Internet. Il faut se protéger. Il faut souvent vérifier son pare-feu. Il faut souvent vérifier ses antivirus, télécharger les dernières versions des logiciels. Bon, je ne vais pas vous décrire tout ce qu'il y a là-dessus, vous le voyez, mais beaucoup de gens ne prennent pas ces précautions. Et elles sont absolument indispensables pour survivre dans la jungle d'Internet. Et c'est un peu la prophylaxie, on se lave les mains le plus souvent possible pour éviter les microbes. Et bien sur Internet, il faut savoir aussi se protéger et l'apprendre à tous vos collaborateurs, dans les associations, dans les organismes publics et dans les entreprises privées. Alors ces nouveaux outils numériques, dans la e-administration, ces réseaux sociaux, cette intelligence collective, créent des nouvelles relations, de nouvelles coopérations avec les usagers, une nouvelle façon de travailler. On parlait jadis du télétravail, mais on télétravaille tous maintenant. Si vous prenez votre portable, vous appelez une secrétaire ou un collaborateur pour vous dire quelque chose pendant que vous êtes dans le TGV pour venir à Poitiers, vous télétravaillez. Donc parlons d'occupation à distance. Parlons de travail délocalisé, mais pas de télétravail, parce que le télétravail, on le voit de manière binaire, où on est chez soi, on est au bureau. C'est fini cette vision-là. On est dans une vision d'un écosystème informationnel. Mais alors attention, l'open data, c'est les données qui peuvent être mises à la disposition des gens par les collectivités, les mairies, les organismes publics, les conseils généraux, les conseils régionaux. C'est fondamental. Pourquoi? Pour éviter les dangers du big data. Qu'est-ce que le big data? Le big data, c'est l'accumulation des informations sur les gens, qu'accumulent les entreprises grâce à des cookies, tout un tas de trucs. Et eux cherchent à rendre pertinent ce big data pour vous profiler, alors le terme est anglo-saxon, profile you, pour vous profiler encore plus, pour vous vendre encore plus de produits, pour vous coincer encore plus dans les mâchoires de l'infocapitalisme dont je parlais tout à l'heure, dont on a besoin, mais quelquefois qui va trop loin. Et pourquoi les gens, entre eux, dans les réseaux sociaux, sont en train, les pronétaires et les jeunes en particulier, ceux de la NetGen, sont en train de passer de la société de l'information, il y a trop d'informations, à la société de la recommandation. Le numérique permet de se recommander des trucs entre nous, de mettre 3 étoiles sur un film ou 2 ou 1, sur des bouquins. Donc je pense qu'il faut savoir lutter contre le big data et savoir lutter contre 2 mots que j'ai employés souvent dans mes livres et que je vous redis, contre l'infopollution et l'infobésité. L'infopollution, elle touche l'environnement dans lequel nous vivons. Il risque d'être pollué, comme l'air, l'eau, les produits que nous mangeons, la malbouffe. L'infopollution, elle touche le cerveau, par l'environnement. Et l'infobésité, elle nous touche directement, 100 emails par jour. Et les gens répondent à leur email de manière séquentielle, l'un après l'autre. Ils ne savent pas qu'il y a des filtres qui permettent de l'envoyer à quelqu'un d'autre, d'attendre le week-end. Enfin bon, je ne vais pas sur les détails. Ça se gère, des emails. Donc on peut lutter contre l'infobésité, comme on peut lutter contre l'obésité tout court, par la diététique que j'ai décrit avec ma chère femme Stella dans la malbouffe. C'est un terme que j'ai créé avec elle en 1979. La malbouffe est devenue un mot maintenant complètement généralisé dans le monde entier. Eh bien, dans la malbouffe, on décrivait comment la diététique, qui est dieta du grec art de vivre et pas privation, permet de vivre mieux, en meilleure santé et de vieillir moins vite. Eh bien, je dis la même chose pour l'information. Pour éviter l'infobésité, il faut une diététique de l'information et savoir ce que l'on fait. Alors voilà maintenant pour la dernière partie, ce que je voudrais vous dire sur ceux qui réussissent, les entreprises qui ont complètement abordé le numérique avec confiance, avec les bons outils, avec les bonnes méthodes et qui surfent avec succès la vague du numérique. Alors j'ai extrait un peu quelques éléments pour vous que je résume en 7 approches stratégiques pour bien surfer la vague du numérique. La première, et j'ai pris exprès de prendre l'image de Matrix derrière, c'est l'irruption de la NetGen, 15 ans, 22 ans. On les appelle aussi la génération Y, les NetKids, appelez-les comme vous voulez, ils ont une autre culture que la nôtre. Comme dit Michel Serres, dans son magnifique livre qui vient de sortir, La petite poussette, les pousses, ils sont des mutants. C'est des mutants hybrides géolocalisés. Ils sont dans un autre monde. Ils ne sont pas dans le même monde que nous. D'ailleurs, quand j'ouvre mon bouquin
devant des ados, ils voient les QR codes, ils sortent tous leur iPhone ou leur smartphone. Quand j'ouvre mon bouquin devant des personnes au-dessus de 45 ans, il faut « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc, ils ont une culture qu'on n'a pas. Alors, comment faire pour les utiliser? D'abord, pourquoi sont-ils tellement différents? Vous le voyez, je ne vais pas tout vous lire. Ils sont différents parce qu'ils savent utiliser ces réseaux, ils savent les utiliser à bon escient, parfois mal d'ailleurs. La télé, ils la regardent en plusieurs écrans, plus dans le living room avec la famille à 20h au JT. Le travail, ce n'est pas leur vie, ils veulent des jobs, des petits boulots, des trucs. Le sens de la hiérarchie est différent. Ils ont une conscience sociale et environnementale assez forte. L'actualité et la politique, c'est plus la même. Ils comparent les informations sur Internet. Les business models et le marketing doivent changer. Ils sont très, très, très forts là-dessus, notamment pour les droits d'auteur. Et les outils professionnels doivent s'inspirer des outils web. L'Internet mobile, la mobilité sera la reine. Qu'est-ce que doivent faire les entreprises, les associations et les organismes publics pour s'adapter? Ce que vous voyez là, je résume. D'abord, les permettre des stages qui viennent vous enrichir de l'intérieur avec leur culture d'Internet, leur culture de la mobilité. Faites en sorte que la hiérarchie soit aplatie, que le management transversal puisse leur donner la parole, leur laisser s'exprimer. Ils vont vous intéresser. Beaucoup d'entreprises dont je suis le consultant, parce que Biotic, c'est une société de conseil, me disent « mais comment faire pour changer aussi vite avec tout ce que vous nous racontez sur le numérique 2020-2030 » J'ai dit « écoutez la NetGen. Il n'y a pas que du bien dans ce qu'elle fait, mais elle a une autre culture du numérique. Faites-les rentrer chez vous dans des stages, changez l'atmosphère de travail, réduisez les niveaux hiérarchiques, faites-les participer aux décisions. Tout ceci, c'est fondamental pour que vous puissiez changer. Deuxième clé du succès que pratiquent déjà des entreprises qui surfent bien la vague du numérique, c'est une stratégie numérique. Et cette stratégie numérique repose sur un diagramme systémique de toutes les interdépendances. Aucun de ce que j'ai écrit là ne peut être considéré comme linéaire, c'est tous interdépendants. Savoir faire de la prospective avec les outils modernes, savoir faire de la veille technologique, savoir travailler en réseau, savoir faire de l'intelligence économique et concurrentielle, et surtout avoir une approche combinatoire. Dans le numérique, je fais ça, je teste ça, ça ne marche pas, je peux revenir, j'agis ici, j'agis là, je regarde le résultat et je reviens là. On est dans le numérique, dans quelque chose qui peut beaucoup plus vite changer que le matériel. Et donc, on peut faire des tests, on peut faire des essais, et surtout, le plus important au centre, c'est l'évaluation et le suivi. C'est absolument fondamental. Ensuite, troisième règle et troisième conseil que je donne, c'est l'innovation par la mobilité. La mobilité, c'est celle des hommes et des femmes, celle des idées, faire bouger les gens à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Il y a des lieux comme la Silicon Valley qui favorisent cette mobilité. Mais là, j'ai cité Giant, à Grenoble. Giant veut dire Grenoble Innovation and New Technology. C'est extraordinaire ce qui est fait en France. À l'échelle européenne, ce sont des start-up, des grandes entreprises, le CEA, le CNRS, des banques. Ils sont tous sur le même campus. Les gens circulent, vous voyez. Il y a des réseaux de mobilité des hommes, mobilité des idées, mobilité des capitaux. Le venture capital permet de financer des entreprises. Google laisse 20% de son temps à un salarié pour rêver. Je dis bien rêver. Et ce rêve du 20% du temps des salariés conduit à des intrapreneurs qui sont financés par des crédits internes, comme du venture capital. Ils créent une intraprise. Et cette intraprise, si elle a du succès, eh bien, ils vont la mettre à l'extérieur. C'est comme ça que sont nés les 38 fameux produits de Google Chrome, Google Earth, etc. Donc voilà, ici, pour l'innovation, les secrets des entreprises qui gagnent, c'est la mobilité des gens, la mobilité des idées, la mobilité des financements et la mobilité du capital. Quatrième règle fondamentale dans le numérique, pour réussir, il faut savoir importer dans vos intranets, que vous soyez une association ou une entreprise, les outils du net qui ont fait le succès de cette génération. Importer des blogs, importer Facebook ou des équivalents de Facebook, laisser les gens communiquer sur les réseaux sociaux, importer le chat, importer des wikis professionnels ou des gens qui savent faire des choses. Dans la construction automobile, il y a des voitures électriques en démonstration. Les gens qui savent faire des choses, dans le wiki de ces grands constructeurs, il y en a beaucoup qui s'y mettent, postent ce qu'ils savent faire avec un mot de passe, etc., pour enrichir le Wikipédia interne, un wiki professionnel. Utiliser la visiophonie, le système de repérage et de détection des gens, tout ceci est de plus en plus utile dans l'entreprise. Je vous raconte une anecdote assez marrante. J'ai un badge, vous avez un badge. Aux États-Unis, maintenant, il y a un nouveau truc qui fait fureur, c'est qu'on ne met plus le badge devant. On le met en haut du dos. Pourquoi? C'est un peu gênant quand on vient voir quelqu'un, on dit « Vous appelez comment? Vous êtes de quelle société ?» Tandis que là, il y a un QR code.
derrière, vous arrivez derrière à petits pas, vous flashez le QR code et vous avez tout sur la personne. Donc on peut utiliser ça aussi dans les entreprises, dans les grands congrès, les grands colloques. 5e règle, fondamentale, les nouveaux enjeux du management dans la société du numérique. Le management ne peut plus être directif du haut vers le bas, top-down. Il faut qu'il soit transversal. C'est ce que j'appelle le management catalytique. Vous avez là 3 mondes qui d'ailleurs coexistent dans plusieurs entreprises. Il y en a qui sont un peu cela, un peu cela, un peu cela. Google, par exemple, il est 80% dans cette colonne-là, et 20% là. Nous, à Universcience, on est encore un organisme public, on est à peu près 60% ça, et puis on se partage 20 et 20 ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous voyez, les modes de management doivent changer. Vous voyez en haut, modèle mécanique du management, la pyramide. À côté, modèle biologique du management, le réseau fluide, le réseau biologique. Modèle systémique, une approche interdépendante des différents modules des entreprises qui coexistent entre elles. Forme de management pyramidale, du haut vers le bas, on donne les directives. Réticulaire, on travaille en réseau. Modulaire, on travaille par modules interconnectés. Le mode de management traditionnel taylorien, c'est la programmation des tâches des gens. On leur donne une définition de fonction. Et ils l'appliquent. On récompense ceux qui réussissent et on réprimande ceux qui échouent. Les gens communiquent par diffusion de notes du haut vers le bas et l'en reçoivent. Ici, on apprend aux gens le pilotage. On leur donne des tableaux de bord. Le terme en entreprise est fondamental. On a un tableau de bord comme dans une voiture, dans un avion, avec les chiffres qu'on voudrait atteindre, les résultats de ce qu'on a obtenu. Et c'est le pilotage. Et là, on interagit les uns avec les autres sur les intranets grâce aux réseaux sociaux et à tous les zinzins. Je viens de vous expliquer qu'il faut importer l'entreprise. Les dates n'ont rien à voir, hein, c'est juste des tranches de vie. Là, le management est par catalyse. J'ai lancé ce terme dans un de mes livres il y a 20 ans, 25 ans à peu près. Et maintenant, je suis heureux de voir qu'à l'INSEAD ou à Harvard Business School, on enseigne le catalytic management. Ça veut dire quoi, le management catalytique? Ça veut dire donner aux gens, aux collaborateurs, dans un département, dans une direction, les outils, les ressources humaines, les ressources financières, les ressources technologiques qui leur permettent de résoudre les problèmes à l'endroit où ils se trouvent et au moment où se pose le problème. C'est faire émerger l'intelligence collective plutôt que de dire du haut vers le bas, voilà ce que vous devriez faire pour être bon et pour gagner. Enfin, 6e, je ne sais plus où j'en suis, attendez. Oui, 6e, il y a encore un. 6e clé du succès et conseil de Joël Dornay, si je peux me permettre, c'est la création collective. On a des gens brillants qui créent individuellement. On a des gourous dans différents endroits. Mais maintenant, on est dans une société du partage. On rentre dans la société du co-quelque chose. Co-crowd, ensemble. Partager, échanger. Et là, vous voyez ici quelques clés pour réussir. Par exemple, mettre en place des systèmes d'évaluation de la réussite qui soient qualitatifs et pas seulement quantitatifs. L'épaisseur des rapports, les durées de travail, 21h, il est encore au bureau, c'est bien. C'est bien? Est-ce que c'est bien? Je ne suis pas sûr que ce soit bien. Bon, donc, de l'évaluation qualitative, pas seulement quantitative. Récompenser des groupes, pas seulement les personnes. Enseigner des techniques de communication et de gestion du temps. C'est effroyable comment les gens gèrent leur temps. D'ailleurs, la plupart des gens qui vont consulter pour du stress, chez les médecins, c'est des gens qui disent et qui avouent « je ne peux pas gérer mon temps, je ne peux pas gérer l'information ». Je suis submergé par mes emails, je suis submergé par l'information, l'infobésité me guette et je ne sais pas gérer mon temps. Ça se gère, ça s'apprend. Et c'est vraiment beaucoup moins compliqué que ce qu'on croit. Donc enseigner des techniques de communication et gérer l'infopélition, éviter l'infobésité et promouvoir la pertinence. Enfin, le dernier, je vous en ai déjà un peu parlé, c'est l'irruption du peer-to-peer. Le fait que le peer-to-peer, pair à pair, qui était considéré jusqu'à présent pour la musique, les textes et la vidéo par les jeunes, est en train d'envahir les grandes industries du monde d'aujourd'hui. La banque, l'assurance, l'énergie, la coéducation, enfin l'éducation, les loisirs, la musique, le tourisme, etc. C'est-à-dire que les gens, de plus en plus, vont se partager des choses. Vous voyez, une grande agence de voyage, TripAdvisor, par exemple, pour prendre un exemple sur le tourisme, est à la fois inquiète, mais maintenant positif, de voir que sur Instagram, les gens prennent des photos de la salle de bain où il y a des craquelures entre la baignoire et le truc, et le postent sur Internet pour d'autres personnes. Mais maintenant, ils se sont aperçus qu'après avoir eu peur de cette coévaluation des gens, ils en bénéficient parce qu'il y a plus de succès
s'ils font un effort que de découverte. Donc, ce domaine-là, tous ces domaines que j'ai déjà décrits d'une certaine manière, vont être impactés par ces nouvelles technologies du du crowd et du partage. Enfin, 3 dernières diapos. Celle-là, parce que quand même, je suis prospectiviste, donc il faut que je vous dise un peu ce qui nous attend. Je vous ai parlé des wearables. Et il y aura de plus en plus de connexions entre le corps biologique et l'informatique, les ordinateurs et les réseaux qui nous entourent. Vous avez tous lu dans la presse récemment cette femme qui était complètement paralysée dans le syndrome d'enfermement, qui, par son cerveau, communiquait avec un bras robotique qui lui amenait un soda et elle a pu boire avec une paille. Donc la communication biotique entre le mariage de la biologie et de l'informatique va se développer de plus en plus et nous entrons dans une ère de la communication du corps, des gestes et même directement par des capteurs sur le corps. Et je dis encore, il faudra savoir se débrancher parce qu'on pourra être branché en permanence et devenir carrément fou, en symbiose avec notre environnement. C'est ce que j'appelle le Web 5.0. 5.0 et les autres alors oui, le 1.0, c'est le web qui diffusait vers des gens qui ne faisaient rien. Le Web 2.0, c'est le User-Generated Content, les contenus générés par les utilisateurs. On en a beaucoup parlé, les blogs, les... Le Web 3.0, c'est le web intuitif, celui que développe Tim Berners-Lee en W3C, c'est-à-dire un web qui devient intelligent parce qu'il tient compte de ce que vous avez recherché avant, de ce que vous allez aller rechercher, etc. Le Web 4.0, c'est la réalité augmentée, c'est ce que j'avais appelé l'environnement cliquable. Et le Web 5.0, ce sera le symbionet ou le web symbiotique, avec, encore une fois, beaucoup plus de problèmes s'il n'y a pas le lien humain, s'il n'y a pas le lien social, si on ne sait pas se débrancher et qu'on reste connecté en permanence à tous ces trucs, ça peut être un gros danger pour l'évolution de l'humanité. Enfin, j'ai pensé que tout ce que je vous ai dit, et j'ai quand même parlé des dangers et des risques, ce que j'ai dit était, j'espère, assez positif pour avoir envie de construire le monde de demain et lui donner du sens, mais sans lien social, sans lien humain, sans partage, sans générosité, sans solidarité, qui fait la fin de mon livre sur les valeurs, Surfer la vie. On ne pourra pas construire ensemble un futur qui ait du sens sans ce type de valeurs. Le partage et la formation. Si vous savez quelque chose, coéduquez les gens autour de vous, vos collaborateurs, dans votre famille. La solidarité et la générosité. Pas toujours être égoïste, renfermé dans son petit monde, qu'il s'agisse d'associations, d'entreprises ou de collectivités territoriales. La valeur de l'empathie et de l'altruisme. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses émotions et ses sentiments. L'altruisme, c'est peut être un altruisme intéressé, comme le dit Robert Axelrod. Ça peut être, je donne ça, mais j'espère avoir ça en retour. Aussi, c'est du win-win, d'une certaine manière. Le respect des diversités. L'éthique, être moralement irréprochable dans son entreprise, dans son association, dans sa collectivité territoriale. Et je terminerai mon exposé par 4 mots auxquels on tient beaucoup à Universcience. C'est un peu le slogan de Claudie Hanuret et le mien. C'est comprendre, vouloir, aimer et construire l'avenir plutôt que de le subir. Je vous remercie.